Bonsoir à tous et merci d'être là. Merci de votre fidélité, merci de me suivre. C'est vraiment super d'être avec un public aussi nombreux et aussi fidèle et aussi gentil. Et donc voilà, nous en sommes à l'Alliance Éco numéro 43. Et comme l'a annoncé Antoine et Tonton, l'ont annoncé hier aussi, l'a annoncé hier aussi, nous allons parler de quelque chose de très 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 particulier, à savoir la possibilité, je n'ai pas dit la certitude, mais la possibilité de la création d'un nouveau système monétaire lié à Gesserat et Sarah. Je vous signale d'ailleurs que le président de la Bank of America et M. J.D. Vance, le vice-président américain, ont récemment parlé de Gesserat et Sarah, donc ils ont prononcé ces mots-là, ce qui ajoute quand même un certain degré de crédibilité à ce que je vais vous présenter ce soir. Alors avant de continuer, j'aimerais faire un test son pour voir si ma voix passe, si tout le monde est OK. Est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire dans, les commentaires, donc dans le chat? Est-ce que vous m'entendez correctement ou pas du tout? Voilà, merci à vous de bien vouloir me donner une information. 17 sur 17, tout bon, tout OK, impeccable. Merci infiniment. Alors, de quoi allons-nous parler? Eh bien, je vais d'abord partir sur... ah oui, je dois faire ceci probablement. Qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Attendez, parce que je crois qu'ici, je dois d'abord cliquer ici et échapper. Voilà, nous allons parler de quelque chose qui s'appelle la US Debt Clock que vous voyez maintenant. Vous voyez des tas de chiffres qui bougent dans tous les sens. Et c'est donc un tableau qui a été créé par une organisation privée assez proche du gouvernement, mais privée, qui a des entrées partout et qui a développé une série d'algorithmes et de comment dirais-je, de calculs pour savoir exactement où en est la situation financière des États-Unis, mais aussi la situation financière de la France, de la Belgique, toutes sortes de pays. Il y a plus de 3000 applications dans cette seule application. C'est absolument incroyable. Et récemment, eh bien, il y a une nouvelle fenêtre qui s'est ajoutée là. Moi, les USD Plus, je la suis assez régulièrement. Et donc, il y a cette nouvelle fenêtre qui s'est ajoutée là. Donc, si je clique là-dessus, je vais le faire maintenant, d'accord? Eh bien, que ce qu'on voit arriver, c'est ceci, cette fin est juste le démarrage, la nouvelle révolution monétaire. Alors, on peut télécharger gratuitement ces DIA, parce que en fait, ce sont des pages PDF. C'est ce que j'ai fait. Et je me propose ce soir, donc, de vous traduire cela. Voilà. De vous traduire cela. Je vais repasser au diaporama. Voilà. De vous traduire cela. Et on va démarrer tout de suite. Donc, voici le USD Club en photo, c'est ce que je viens de vous montrer. Et donc, allons-nous vers une nouvelle révolution monétaire. C'est le titre de ce petit encart dans la US Debt Clock. Je vous signale qu'il y a d'ailleurs aussi, et je vous invite à le faire, aller chercher l'horloge de la dette française. Il y a un site qui s'appelle Horloge de la dette France. C'est intéressant à voir, ce n'est pas aussi élaboré que ceci, mais c'est quand même très intéressant à voir parce que c'est calqué sur ce système-ci. Alors, je vais donc... Je ne sais pas si tu es sur X. Je ne vois pas sur X. Tu ne me vois pas sur X? Non, je ne sais pas. Ah. Je demande dans les chats. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont sur X et qui... donc sur l'ancien Twitter et qui me suivent, ou bien y a-t-il personne qui est sur X ici? Je vais aller voir dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sur X? Ah oui, moi, OK, sur X, Marie-Pierre, etc. OK, merci Marie-Pierre, c'est super gentil. Ma chérie,
Bon, ben, tant pis pour elle, elle suivra d'une façon ou d'une autre. Voilà, alors, donc, je vous prends, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les planches, et bon, je vous ai traduit, comme je parle anglais, j'ai traduit toutes les planches. Alors, je vais passer à travers ces planches, les unes derrière les autres, peut-être certaines plus rapidement que d'autres, mais voilà. Alors, j'espère que vous voyez correctement. Tous les textes que vous voyez ici en anglais sont traduits en français ici à côté. Donc, ça commence par, nous sommes dans un repère de brigands, et donc ça commence par l'histoire de Jésus qui chassa les voleurs et les changeurs du temple, d'accord. Eh bien, c'est vrai que aujourd'hui, nous assistons à un crime de changement de monnaie ou de money changing, c'est-à-dire d'argent absolument hors de proportion. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque jour, notre travail et notre énergie vitale nous sont volés par un système conçu pour transférer la richesse de tous les travailleurs à une petite élite de seigneurs de l'argent, dont le seul désir est le pouvoir et le contrôle, et qui n'ont rien d'autre à offrir que la misère et l'esclavage. C'est fort comme texte, mais c'est quand même pas mal expliqué, vous allez voir, dans les autres planches. Voilà. Alors, ça commence par une histoire qui est l'histoire du change. Et j'ai appris quelque chose, je ne savais absolument pas, c'est qu'il existait ce qu'ils ont appelé des bâtons de change ou des bâtons de comptage. Vous voyez ces bâtons de comptage ici sur cette petite planche ici. J'espère que vous voyez ma flèche qui tourne, Encrypted Ledger. Et donc, on posait des pièces et on mettait les deux bâtons l'un contre l'autre, on posait des pièces, etc. Et de cette façon-là, eh bien, on était certain qu'il n'y avait pas de trucage ou quoi que ce soit, puis c'était la même pièce qui se retrouvait dans les mêmes encoches ici. Ce système a fonctionné de l'an 1100 en 1694, d'accord? C'est-à-dire 600 ans avant les banques, et cet argent était compté comme ça. Et c'était particulièrement vrai pour ce qui concerne les impôts des seigneurs, puisque les seigneurs venaient avec ces bâtons-là, mais les seigneurs jouaient franc jeu avec leurs vassaux. En 1834, l'usine de Tally-Sticks, donc de bâtons de comptage, curieusement, a pris feu aux États-Unis. Elle était située, je crois, à côté de Washington. Et bon, ben, c'est curieux qu'en 1834, ça a flambé parce que c'est relativement, comment dirais-je, en lien avec ce qui va suivre. Effectivement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à la blockchain, nous avons une technologie qui fait exactement, qui remplit le même office que ces Tally-Sticks, donc ces bâtons de comptage, puisque nous pouvons, grâce à ça, compter l'argent et surtout de façon totalement transparente, pardon, inviolable, inchangeable, non modifiable. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On va parler de la blockchain tout de suite. Donc, c'est ce qu'ils disent. Oui, nous disposons désormais de la technologie nécessaire pour créer un système qui peut fonctionner comme un registre monétaire sans dette ni intérêt, libérant à jamais l'humanité du système bancaire à réserve fractionnaire imaginé à l'époque médiévale. Qu'est-ce que c'est que le système fractionnaire? Eh bien, on va le voir tout de suite. En 1694, la Banque d'Angleterre est créée et en 1694, une grande expérience, si vous voulez, a commencé à fonctionner et qui était de dire que se passerait-il si la monnaie, si l'argent était converti en quelque chose ayant de la valeur par une obligation future. C'est-à-dire pas adossé à quelque chose de réel, mais adossé à une obligation future, c'est-à-dire une dette, d'accord? Une promesse de paiement bénie par le gouvernement ou adoubée par le gouvernement. Si ça fonctionnait, ce serait assez génial parce que ça nous permettrait de nous libérer du poids de la monnaie, etc. C'est ça qui a été évidemment
dit comme argument, c'est que c'était lourd de porter ces bourses remplies de pièces d'argent, pièces d'or, etc. Le papier, c'est quand même plus léger, etc., etc. Mais évidemment, les gens se sont laissés attraper puisque l'expérience a parfaitement fonctionné. Et aujourd'hui, à quelques exceptions près, le monde fonctionne selon un système de promesse de paiement, c'est-à-dire de l'argent émis sous forme de dette créée à partir de rien. Effectivement, vous savez comme moi que quand vous allez demander un crédit à la banque vous donne de l'argent, mais cet argent a été créé à partir de rien, littéralement rien. C'est juste une ligne de compte qui a été rajoutée dans les livres, et tout d'un coup, la banque vous donne X, X argent qui viennent de pratiquement nulle part. D'accord. Et théoriquement, cet argent, lorsque votre crédit est remboursé, eh bien, cet argent est comment dirais-je, est cassé, est détruit. La seule chose qui reste, ce sont les intérêts que vous avez payés. Pardon. Et donc, ce qui est impossible, ce qui est impressionnant, c'est que les banques ont même réussi à faire croire au monde que cette dette est donc impossible à rembourser et ces intérêts compensés non financés constituent une sécurité. Donc ça, c'est incroyable, mais bon, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et bien évidemment, pourquoi est-ce qu'on a créé ce système? Ben, tout simplement parce que la guerre, ça coûte horriblement cher. Il faut payer les soldats, il faut payer les armures, il faut payer les canons, il faut payer toutes sortes de trucs. Eh bien, bien évidemment, la dette coûte la guerre coûte beaucoup plus cher que ce que les impôts peuvent produire comme revenus pour l'État ou pour le prince. Et donc, du coup, le prince va créer de la monnaie à partir de rien, mais argumenter ça d'une façon que nous avons toujours connue. Nous sommes nés tous avec nos parents qui gagnaient de l'argent sous forme de billets. Moi, je me souviens encore, bon, j'ai 75 ans, mais je me souviens très très bien que papa payait encore certains ouvriers à l'usine en billets de banque toutes les semaines, alors qu'il y avait d'autres qui avaient déjà un compte en banque, ce qui était quand même extraordinaire, mais la plupart des gens étaient payés en cash. Et voilà, donc, mais ces billets, c'était quoi? Ben, c'était une promesse. En réalité, un billet, c'est rien d'autre qu'un petit ticket qui dit je vous dois, et ce je vous dois vient de l'État. C'est l'État qui dit je vous dois autant, et convertible en or, soi-disant. Ça n'a plus, la convertibilité a été levée en 1971, même en 1944 au départ chez nous, et puis en 1971 en ce qui concerne le dollar. Donc c'était du pipeau, bien évidemment. Mais donc, voilà ce que l'invention de la dette, de la monnaie dette, cette invention date pas véritablement de 1694, mais a été utilisée à grande échelle à partir de la Banque d'Angleterre en 1694. Et alors, maintenant, à partir de maintenant, ce que nous allons voir, c'est évidemment fortement influencé par l'histoire américaine. Je vous signale que ce site est un site américain et que bien évidemment, ils ont pris pour référence ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc, il faut prendre tout ça avec un certain grain de sel en ce qui concerne l'Europe, parce que au niveau colonial, etc., nous étions déjà beaucoup plus dans un système cadenassé, alors que les coloniaux, les colons, donc aux États-Unis, ont réinventé un système et se sont fait battre à plate couture au niveau de leur système, bien évidemment. Donc en 1690, par exemple, eh bien, il y avait le premier argent colonial que vous voyez ici, qui est ce papier-là que vous voyez en haut à gauche de l'écran. J'espère que vous voyez ma petite flèche rouge qui bouge sur votre écran. D'accord. Et en 1770, il y a eu une autre forme de monnaie qui était la monnaie avant la guerre de 1770, d'accord, où ceci, bien, vous voyez, sur ce billet, il est marqué ce billet cranté de 1 dollar donne un titre de pouvoir être échangé contre de l'or ou de l'argent à la Banque des États-Unis. En 1664, par contre, la loi britannique a interdit l'émission de papier-monnaie dans les colonies américaines et exigeait le retrait de cette monnaie papier existante. Pourquoi?
Bien parce que il y avait trop de monnaie papier déjà dans les colonies et ça perdait de sa valeur. Donc le gouvernement anglais trouvait que c'était pas juste et exigeait des colons que tous les impôts et les droits, les taxes, etc., soient payés en or ou en argent. Quand je dis en or et en argent, en métal or et métal argent. Et donc, l'effet a été épouvantable pour les colonies parce que ça a provoqué une pénurie de monnaie, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'or et d'argent en circulation. Et donc, ça a terriblement appauvri les gens, a considérablement affecté le commerce et les échanges. En 1793, Benjamin Franklin, premier président des États-Unis, a écrit d'ailleurs: les colonies auraient volontiers supporté la petite taxe sur le thé et d'autres produits si l'Angleterre n'avait pas pris leur argent, ce qui a créé du chômage et du mécontentement. L'incapacité des colons à obtenir le pouvoir d'émettre leur propre monnaie de manière permanente et hors de contrôle de George III, donc le roi d'Angleterre à l'époque, et des banquiers internationaux, a été la principale raison de la guerre d'indépendance. C'est quand même pas triste. Donc, vous voyez que l'argent est quand même au centre de notre vie et que, bien évidemment, si on n'a plus assez d'argent, ça risque de créer des troubles. Et c'est un peu vers quoi on risque d'évoluer ici en France avec notre, comment il s'appelle, Cornac ou Cormac, je ne sais plus comment on l'appelle. Enfin, je n'ose pas prononcer son nom tellement il me débecte, mais voilà, il faut comprendre que on est en train de nous diriger vers ce genre de situation. Alors, la monnaie fiduciaire, donc la monnaie papier, a prouvé de multiples fois son échec. Hein. L'histoire est jonchée d'empires qui se sont effondrés pour diverses raisons, mais l'un des moyens les plus sûrs de détruire une société est de complètement débaucher sa monnaie. Et donc, sachez que le dollar de la Réserve fédérale a perdu 97% de sa valeur depuis son introduction en 1913. Autrement dit, il faut savoir que ce qu'on paye aujourd'hui avec 1 dollar, eh bien, cette même chose, en 1913, on l'aurait payé avec 3 centimes. Donc, c'est vous dire combien la monnaie s'est dépréciée. Et il y a évidemment des tas de cas. Hein. L'Allemagne, entre 1919 et 1923, 10 dollars, il fallait 10 marques pour 1 dollar en 1919, il fallait 4,2 trillions de dollars de marques pour 1 dollar en 1923. Trillion, c'est milliers de milliards, d'accord? C'est pas rien. En Chine, il fallait 3 yuan par dollar en 1935. En 1947, il en fallait 15 000. En Argentine, il fallait 10 pesos par dollar. Il en fallait 10 000 par dollar en 1992. En Russie, il fallait 20 roubles par dollar en 1991. Il en fallait 6 000 en 1997. En Zimbabwe, il fallait 24 dollars zimbabwéens pour 1 dollar américain. Eh bien, en 2008, c'était 10 milliards de dollars zimbabwéens pour 1 dollar américain. Au Venezuela, il fallait 4 bolivars par dollar en 2013, il en fallait 3 millions en 2021. Et donc, on voit qu'il y a énormément de... Excusez-moi, je vais boire un coup. Il y a énormément d'exemples d'évaluation ou de dépréciation de l'argent. L'euro en est certainement un exemple et le dollar aussi. Alors, on va vers un nouveau dollar qui s'appelle le nouveau dollar américain à dividende. Alors, je vais en parler en fin de présentation parce que ce dollar à dividende, c'est vraiment une invention absolument extraordinaire et qui pourrait bien être ce que nous réservent les États-Unis pour eux-mêmes et qui pourrait être un exemple de ce qui va se passer après Macron et après les guignols qui nous gouvernent aujourd'hui. Alors, le métal argent a de tout temps servi de monnaie. Il faut comprendre que j'ai fait une conférence à ce sujet-là pour bien montrer la différence entre une réserve de valeur et une réserve de moyens de paiement. Une réserve de valeur, c'est l'or. Pourquoi? Tout simplement parce que la valeur accordée à l'or
est beaucoup, beaucoup plus importante que la valeur intrinsèque accordée à l'argent. Ceci pour une raison très simple, c'est que l'or est beaucoup plus dur à trouver que l'argent et que l'or a surtout comment dirais-je, une caractéristique bien précise, c'est que on utilise par rapport à la production totale de l'or qu'une très 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 faible partie, un très faible pourcentage d'or dans l'industrie, alors que pour le métal argent, plus de 50% de l'argent qui est sorti de terre chaque année est utilisé dans l'industrie. Ce qui veut dire que l'argent est d'abord un métal, je dirais, industriel et a des objectifs industriels, alors que l'or a surtout une utilisation de réserves de valeur et de bijouterie, fondamentalement. Et donc, par conséquent, bon, la bijouterie, c'est évidemment un secteur d'activité, je veux bien, mais ce n'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire à notre survie, comme les tomates ou les pommes de terre ou la viande. L'argent est absolument nécessaire à notre survie parce que les applications industrielles qui utilisent de l'argent sont incroyablement nombreuses. Et donc l'argent, d'abord, on en trouve beaucoup plus que l'or, et il est utilisé par l'industrie, ce qui veut dire que l'argent a souvent, et même dans la plupart du temps, été utilisé comme un instrument de paiement, beaucoup plus qu'un instrument de réserve de valeur. Et il faut comprendre que déjà du temps des Romains, eh bien, on avait vite compris qu'il y avait moyen de falsifier la monnaie. Par exemple, en 270 avant Jésus-Christ, dans les pièces de monnaie argent, eh bien, il y avait 95% d'argent dans la pièce de monnaie, c'est ce qui est marqué, ce qui est indiqué ici, les 95%. 270 ans après, ce n'était plus que 55%. Et 400 ans, 200 après Jésus-Christ, donc ça veut dire 470 ans après, c'était plus que 55%, et 100 ans plus tard, ce n'était plus que 5%. On a retrouvé des pièces comme ça, et on sait très bien de quelles époques de l'époque romaine elles dataient. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Eh bien, c'est que le ratio, donc comment est-ce qu'on appelle ça, la relativité, la valeur relative de l'argent par rapport à l'or, tant de la mine que du prix une fois l'or raffiné, c'était à peu près 15 pour 1. C'est-à-dire qu'il fallait 15 fois plus d'argent pour obtenir une unité d'or. Voilà. Du côté des États-Unis, eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'en 1873, une pièce d'argent possédée était un alliage à 90% d'argent réel. En 1965, c'était devenu 0%. Et évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le ratio de prix entre l'argent et l'or, il est marqué ici 100 pour 1, c'est plus tout à fait vrai, c'est 89 pour 1. Et au niveau de la mine, c'est-à-dire le prix ex-mine de l'argent et de l'or, eh bien, il faut 8 fois plus d'argent pour une unité d'or. Donc vous voyez, la différence est absolument énorme. Et donc, il faut comprendre que l'argent a toujours été le principal moyen d'échange, c'est-à-dire de paiement, depuis littéralement des siècles. Et les banques savent très très bien qu'elles doivent faire baisser le prix pour maintenir la valeur de leur système monétaire fiduciaire fictif pour le maintenir le plus haut possible afin qu'ils puissent continuer à fonctionner et qu'eux, ils puissent s'enrichir sur les dos des gens. Et c'est pour ça que il y a de plus en plus de gens qui aujourd'hui plaident pour un retour au standard or et au standard argent. Et quand je dis des gens, c'est des économistes, c'est des politiciens, c'est des philosophes, c'est des hommes d'affaires qui savent très très bien de quoi ils parlent et qui plaident pour un retour à un système monétaire plus logique, avec adossé à quelque chose qui a de la valeur, plutôt qu'un système de dette complètement délirant dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, il faut savoir, bon, les greenbacks, il faut savoir qu'il y a eu un parti politique qui s'appelait les greenbacks, c'est-à-dire les billets verts. Un greenback, ça veut dire dos vert. Vous savez bien que le dollar américain est de couleur verte, et donc c'est pour ça que ça s'appelait des greenbacks. Il y a eu une crise en 1873, après la guerre de sécession,
Pourquoi? Parce que, entre 1860, combien c'est? 62-65, il y a eu la guerre, et que Abraham Lincoln a demandé des crédits à l'Angleterre et aux pays européens pour financer ses efforts de guerre, et les Européens, ou particulièrement les Anglais, rapaces comme ils étaient, demandaient des taux d'intérêt compris entre 24 et 36%. Abraham Lincoln leur dit: vous êtes complètement siphonnés. Et donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a créé le greenback, c'est-à-dire la monnaie, avec une promesse de remboursement après la guerre. Donc, c'était de la monnaie papier, c'était la planche à billets, mais il l'a fait pour financer sa guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après la guerre, il y avait tellement de monnaie qu'on est rentré dans une inflation épouvantable, ce qui a créé en 1873 une panique et une dépression qui a duré des années. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait prévu de retirer les billets verts, mais en même temps de démonétiser le métal argent. Donc ça veut dire que les gens n'avaient ni billets, ni argent, ils n'avaient plus que de l'or. Pour ceux qui avaient de l'or, ça a créé une panique monumentale. Et voilà, ça a créé vraiment un gros problème aux États-Unis. Et c'était fait pourquoi? Pour éviter l'influence des grandes banques. Malheureusement, ça a raté parce que même si l'intention était bonne de la part d'Abraham Lincoln de retirer de l'argent, je vous signale que c'est très curieux, mais il y a deux présidents américains qui ont essayé de contrecarrer les grandes banques, Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy. C'est très curieux que ces deux présidents aient été assassinés. Vous comprenez? C'est un peu bizarre quand même. Hein. Bon, mais voilà, donc il faut le savoir. C'est que même s'il y avait une bonne intention, la manière dont ils se sont pris n'a pas évidemment plu aux grands financiers qui voyaient un moyen épouvantable se dessiner, à savoir qu'on allait les empêcher de gagner beaucoup d'argent sur le dos des pauvres gens. Et ça nous a valu donc le Federal Reserve Act de 1913 qui a créé la fameuse banque américaine. Alors 1873, pourquoi c'est un crime? Tout simplement parce que si vous voyez ici le dessin ici, d'accord, c'est l'augmentation annuelle de la masse monétaire américaine divisée par la production mondiale annuelle d'argent en onces. Eh bien, vous voyez que en 1913, ça c'était la base 100. En 1990, on était à peu près ça, c'est-à-dire qu'il fallait la masse monétaire américaine divisée par la masse production mondiale d'argent représentait 0,50 cents. Donc ça veut dire qu'il y avait 2 fois plus de masse monétaire qu'il n'y avait de production d'argent. Mais tout d'un coup, on voit l'argent qui commence à monter. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, le prix de l'argent aujourd'hui est à peu près, en 2009, il était à peu près 50 dollars américains. Aujourd'hui, ou en 2020, il fallait une once d'argent représentait 5039 dollars américains. Bon, on est revenu après 2020, après évidemment le Covid, à des niveaux un peu plus normaux, mais il n'empêche que aujourd'hui, si on prend en 2024, une once d'argent devrait valoir 956 dollars. Vous savez comme moi qu'une once d'argent aujourd'hui vaut 38 ou 40 dollars. On vient de passer le cap des 40 dollars, c'est assez historique. Et donc, on voit bien que l'argent est en train de remonter. La guerre contre l'argent, le prix de l'argent métal, je veux dire, a duré depuis 150 ans. Il y a une statistique qui dit si seulement 2% de la population mondiale achetait une once d'argent, le véritable prix de l'argent serait révélé, soit environ entre 10 et 20% du prix de l'or. Le prix de l'or est aujourd'hui exprimé en dollars américains à 3400 dollars, donc 10%, ça devrait être 340 dollars, ou 20%, ça serait 680 dollars. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'once d'argent vient d'atteindre 40 dollars. Donc il est sous-évalué de façon absolument colossale.
Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais parce que dans le monde entier, le système monétaire, c'est-à-dire le système de paiement argent, a été complètement comprimé pour justement pousser toujours les gens à utiliser des billets de banque plutôt que de l'argent. Et ceci est particulièrement vrai dans les pays émergents où il y a des mines d'argent, dans tous les pays où il y a des mines d'argent, la tendance à revenir à de l'argent était importante. Je vous signale d'ailleurs que ceci, c'était un petit rappel. Je ne sais pas si vous vous souvenez que l'année dernière, nous avions organisé, dans le cadre de soutien à Antoine Kutita et de l'Alliance humaine, nous avions organisé une production de médailles d'argent très particulière. Je vais demander, restez en ligne 2 secondes, je vais demander à ma femme d'en prendre un petit moment. Ma chérie, voilà, veuillez m'excuser, c'est une faute de ma part, mais je me suis dit que ça vaudrait la peine de... Je vais la sortir. Elle est là, dans la petite... Je sais. Non, là, c'est moi qui dans l'ai la mise. pièce, là. Ouais, je vais te donner. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on avait créé cette pièce d'argent? Mais uniquement, bon, je suis d'accord que c'était aussi pour soutenir Antoine Kutita, mais l'idée de base, c'était celle-ci. C'est qu'on sait que de tout temps, une once d'argent, ça a été tout le temps comme ça, une once d'argent en période de crise, merci mon amour, une once d'argent en période de crise finançait la nourriture d'une famille de 4 personnes pendant une semaine. Une semaine. Donc c'était incroyable parce que regardez, pendant la période de 100 ans, de 1773 à 1873, une once d'argent suffisait à payer le salaire quotidien moyen d'un ouvrier. Aujourd'hui, il faudrait près de 10 onces d'argent pour payer une journée de travail. Donc ça veut dire que les gens qui avaient de l'argent, eh bien, ils pouvaient vivre. Et regardez, c'était cette pièce-là qu'on avait créée, donc Alliance humaine, avec en argent plaqué or. Et de l'autre côté, il y avait ici, voilà, c'est marqué ici, The best is yet to come, une once d'argent fin. On avait créé cette pièce-là. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, s'il y a une crise, et il va y avoir une crise, ça c'est tout à fait certain, eh bien, tous ceux qui ont des pièces d'argent comme ça pourront vivre avec leur famille sur une pièce d'argent pendant au moins une semaine. Et ça s'est révélé vrai tout le temps, dans toute l'histoire de l'humanité. Une once d'argent finançait la nourriture d'une famille de 4 personnes pendant une semaine. Et dernièrement, nous avons eu une discussion avec une dame de l'Alliance humaine qui nous a téléphoné en disant « Mais pourquoi est-ce que vous insistez tellement sur l'argent ?» Tout simplement parce qu'on sait que le jour où la monnaie papier va s'effondrer, eh bien, cette pièce d'argent ne vaudra pas 100 euros. Elle vaudra 300, 400, voire 500 euros, voire 1000 euros, voire 10 000 euros, parce que regardez ce qui s'est passé à la République de Weimar en 1932-33 en Allemagne. Des gens qui avaient une pièce d'argent, ils vivaient carrément un mois sur une pièce d'argent, parce que ça représentait des milliards de Deutsche Mark qui ne valaient plus, même plus, le papier valait plus cher que ce qui était nominalement écrit sur le billet. Donc, c'est pour ça, il faut comprendre que pouvoir thésauriser en or et thésauriser en argent comme moyen de paiement, c'est extrêmement important. Quand on thésaurise dans de l'or, c'est parce qu'on y met son épargne. L'épargne, c'est ce qui est destiné au long terme. C'est ce qu'on veut mettre de côté pour plus tard, pour un gros investissement, que sais-je encore. Mais l'argent, c'est un moyen de paiement. Et plus on a de pièces d'argent comme ça, ben plus on peut payer en cas de crise, parce que si jamais monsieur le Premier ministre sinistre, pardon, et Cornac décident qu'il faut financer la guerre et qu'ils vont fermer les banques pour piquer nos avoirs,
ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, seuls ceux qui auront encore un peu de cash et de l'argenterie vont encore pouvoir se nourrir, surtout si ça dure longtemps. Regardez ce qui s'est passé en Grèce, regardez ce qui s'est passé à Chypre, regardez ce qui s'est passé au Liban. Eh bien, je peux vous assurer que tous ceux qui avaient de l'argent ont vécu très bien, alors que les autres ont crevé la misère. C'est pour ça qu'il faut comprendre que l'argent, le métal argent et le métal or, c'est pas Jojo, c'est juste, c'est pas des jouets, c'est juste quelque chose qui préserve notre pouvoir d'achat. Voilà. Ceci était un petit commentaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, donc, ici, c'est les auteurs de ces PowerPoint, évidemment, tirent à boulet rouge sur le système de la Banque fédérale, donc la Fed, d'accord, qu'il appelle le cartel bancaire de la Fed, la mafia, d'accord. Donc, le système de la Réserve fédérale a été créé en 1913 comme un plan financier de la classe supérieure. Effectivement, c'était même pas créé en 1913, ça a été créé en 1910 à Jekyll Island par un certain, comment il s'appelait de nouveau, Arnold, je crois, quelque chose comme ça, Aldrich, voilà, qui s'est dit, il faudrait trouver un système pour pouvoir ramasser de l'argent et nous enrichir, nous, les banquiers, jouer dans ce jeu-là, Vanderbilt, jouer là-dedans JP Morgan, jouer là-dedans la Citibank, et jouer là-dedans déjà des experts des banques centrales européennes, puisque aux États-Unis, il n'y avait pas de banque centrale, contrairement en France, en Allemagne et en Angleterre particulièrement, où des banques centrales, qui étaient des sociétés d'État, existaient déjà. Et donc, ils ont créé un système absolument incroyable qui était de créer un système de Ponzi au plus haut niveau, c'est-à-dire un cycle sans fin de dettes et d'intérêts pour piéger le peuple américain dans une vie de servitude et évidemment aussi priver le gouvernement de son devoir sacré de frapper monnaie et d'en réguler la valeur, puisque c'est, je l'ai déjà dit la fois dernière, la Fed est la seule banque centrale qui n'est pas un organisme d'État dans le monde, et c'est aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'ils savaient très très bien que leur plan était la formule parfaite pour tromper, compromettre les politiciens de leur époque, afin de leur remettre les clés de la création de richesse. Et la création de richesse, c'est quoi? C'est la planche à billets. Et donc à partir du moment où la planche à billets peut fonctionner et est exclusivement du ressort de banquiers privés, qui en plus de ça créent la monnaie pour un pays, c'est incroyable, c'est pour ça qu'ils ont créé Washington DC, et Washington DC, District of Columbia, ne fait pas intégralement partie du continent américain, si géographiquement, mais politiquement, c'est exactement la même chose que la Cité de Londres ou le Vatican. C'est une entité distincte des États-Unis. Et donc, ça a été quelque chose d'invraisemblable. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Tout simplement parce que ce sont des maîtres de la communication et qu'ils ont très bien présenté la chose, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé ou continué ou développé encore le système de réserve fractionnaire. Comment est-ce que ça fonctionne? Regardez bien. Vous avez ici un dépôt de 1000 euros ou de 1000 dollars, d'accord? C'est le montant qui est dans le petit rond vert, là. Ici, vous voyez, c'est un montant de 1000 dollars qui est déposé par un quelconque quidam. Bon. Qu'est-ce qu'ils font avec ces 1000 dollars? Ils vont dire, je vais créer du crédit avec ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer de la monnaie à partir de pratiquement rien. Pourquoi? Parce que je sais que je dois garder 100 dollars sur les 1000 si jamais il y a des gens qui viennent me réclamer leurs 1000 dollars, parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'une personne qui dépose 1000 dollars, on va dire qu'il y a 1 million de personnes qui vont déposer 1000 dollars, d'accord? Eh bien, sur ces 1 million de personnes, il y a peut-être 100 000, c'est-à-dire un dixième de gens qui vont revenir pendant l'année pour réclamer leurs 1000 dollars. Les autres ne vont pas y toucher pendant plus d'un an. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que banquier? Eh bien, je vais donc garder, sur les 1000, je vais garder 100,
Et avec les 900 autres, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer un nouveau dépôt. Donc, je crée de la monnaie à partir de rien. Donc, j'ai ici, en ligne 2, 900 $, et je dois garder 10% de ces 900 $, donc ça fait 810 $. Et si avec ces 810 $, ben, je peux recréer quelque chose. 810 $ moins 10%, ça me fait 730 $. Il reste 730 $, et vous voyez comme ça, et ainsi de suite, ça descend jusqu'à 325, pardon, 390 $. Voilà. Donc, sur 10 niveaux, j'ai créé un total de 1000 plus 900 plus 810 plus 730 plus 660 plus 590 plus 530 plus 480 et ainsi de suite. Donc j'ai créé énormément de dépôts, si vous voulez, et de possibilités de donner du crédit. Et chaque fois, je dois garder seulement 10%. Mais évidemment, si je prête tout cet argent à du 7%, eh bien, avec ces 1000 $ et seulement sur 10 niveaux, j'ai en fait créé un système qui me rapporte à moi, le banquier, 45% d'intérêt. Tout le reste, c'est de l'argent qui vient de nulle part, enfin qui originellement vient des 1000 €, on est d'accord, mais voilà, au total, j'ai 520 $ sur les 1000 et j'ai créé 45% d'intérêt sur un dépôt original de 1000 $. Et de cette façon-là, eh bien, je peux faire ça pour faire avancer l'économie. Oui, c'est bien possible, mais en même temps, qu'est-ce que je viens de créer en tant que banquier? Eh bien, avec 1000 $, j'ai créé une inflation de 625%, puisque avec 1000 $, j'ai créé 6520 $ complètement factices. Et donc, ça, il faut comprendre que c'est comme ça que le système a fonctionné pendant des temps fous. Le grand public n'est absolument pas au courant de ce que c'est que la réserve fractionnaire, ne savent pas comment ça fonctionne, mais vous imaginez un peu, ici j'ai fait un seul exemple, ben, imaginez les quelques, je sais pas moi, 100 ou 200 000 banques qui existent dans le monde entier, qui pratiquent tous ce système, sur 8 milliards de personnes. On va dire que sur ces 8 milliards, on va dire qu'il y a 1 milliard de personnes qui sont capables de déposer 1000 $. Eh bien, ça fait évidemment un nombre de trilliards absolument invraisemblable, et c'est comme ça qu'on crée de l'inflation. Mais évidemment, et c'est ce que je me tue à répéter dans mes présentations avec l'or et l'argent et les assurances vie, etc., etc., si vous souscrivez à une assurance vie avec un capital de, je ne sais pas moi, au bout de 20 ans, vous dites, moi, au bout de 20 ans, je veux 100 000 €. Voilà, je voudrais avoir 100 000 € 20 ans plus tard. Très bien, monsieur, pas de problème. On va vous faire un calcul. Pour 100 000 €, voici les primes que vous allez devoir payer. D'accord? Bon, si on prend un intérêt de 3%, ce qui est quand même énorme, parce qu'en général, les sociétés d'assurance ne payent même plus 3%, c'est du 1,75, maximum 2%, 2% par an sur 20 ans. Bon, ils vont faire un calcul comme ça, et puis ils vont dire, voilà, vous devez verser une prime mensuelle de temps. Et quand vous faites le calcul, je l'ai fait, hein, il y a un petit, si vous allez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, il y a comment dirais-je, il y a une présentation où je fais le calcul absolument. Eh bien, je peux vous assurer que vous aurez peut-être payé 60, 70 000 ou 83 000 € de primes, mais si vous calculez l'inflation à cause de ce genre de système, eh bien, vous vous rendez compte que vous avez payé beaucoup plus en pouvoir d'achat que ce que vous allez recevoir à la fin de votre contrat. C'est de l'arnaque pure et simple. C'est de l'arnaque pure et simple. Et ce que nous ne comprenons pas et que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est oui, mais j'ai 10 000 €, dans 20 ans, j'aurai toujours 10 000 €. Bon, on est bien d'accord, j'aurai toujours 10 000 €, nominalement. La question, c'est simplement, est-ce que ces 10 000 € vous achètent la même chose qu'au début de la période? Regardez, aujourd'hui, si vous avez 1000 €, 1000 $ dans la banque, eh bien, si vous aviez déposé ces 1000 $ à la banque en 1913, vous auriez toujours 1000 $. Le problème, c'est que ces 1000 $ achètent exactement ce que 3 centimes achetaient en 1913. Voilà, c'est tout. Ou 30 centimes, peu importe.
Mais c'est rien du tout. 97% de perte de valeur, c'est gigantesque, quoi. Donc, voilà. Et l'euro, c'est exactement pareil. On a fait le calcul que l'euro, en 25 ans, a perdu en pouvoir d'achat pas loin de 70%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je payais aujourd'hui, ce que je paye 100 euros aujourd'hui, en 2000, je le payais 30 euros. C'est tout. Et, et ça, il faut comprendre ça. C'est ça le système d'enrichissement des riches. Pourquoi? Parce que tous ces intérêts, etc., eux, ils en profitent parce qu'ils recyclent le système constamment, donc ils peuvent se payer. Eux, ils deviennent véritablement très riches. Même si le prix de l'argent a baissé, eux, ils s'enrichissent énormément, c'est tout à fait évident. Et c'est ça que ce PowerPoint ici est en train de vous montrer. Donc, pour à peu près 400 ans, les banques, avec la complicité du gouvernement, ont maintenu une illusion soigneusement contrôlée, que l'argent est entièrement garanti par des actifs du monde réel. En réalité, cet argent n'est rien de plus qu'une promesse de paiement d'actifs fictifs garantis par de la dette sur une durée illimitée. Parce que c'est un recyclage constamment de ce système. Voilà. Alors, effectivement, donc en 1910, sur une petite île qui s'appelle Jekyll Island, d'accord, il y a un certain nombre de gens qui se sont réunis dans le plus grand secret sous le prétexte d'une partie de chasse, mais c'est là qu'a été inventé le système de la réserve fédérale. Ils ont mis 3 ans à l'imposer au gouvernement, mais en fin de compte, ils ont quand même réussi, évidemment, Potvin et compagnie, à soudoyer des sénateurs et des représentants de la population pour faire créer le système bancaire à réserve fractionnaire. Et donc, de cette façon-là, 20% de tout le commerce et de la création de la richesse a été littéralement siphonné par une élite restreinte. Ils savaient que s'ils réussissaient, l'Amérique serait piégée dans une spirale d'endettement dont il serait impossible de sortir. Et là, maintenant, cette spirale a continué, continué, continué. Maintenant, on est dans une situation absolument impossible à rembourser. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça représente? 37 000 milliards de dollars avec 300 millions d'Américains. Donc, calculez vous-même, ça veut dire que chaque Américain doit à peu près 15 000 dollars de dette à quelqu'un, directement bébé, comme ancien, comme travailleur, tout le monde doit 15 000 dollars à un créancier quelconque. Regardez, on a fait le calcul, ça c'est le graphe ici au-dessus à gauche, on a fait le calcul que depuis 1948, la productivité a augmenté de 257%. Les salaires ont augmenté de 120%. Donc ça veut dire qu'on s'est appauvri de pratiquement la moitié entre 1948 et aujourd'hui. D'accord? Et ceci pourquoi? Parce qu'en 1971, on a abandonné le standard or de 1948 à 1971, les salaires ont augmenté et absolument parallèlement à la productivité. Dès l'abandon de la convertibilité du dollar en or, eh bien, la productivité a continué à augmenter, mais par contre, les salaires sont restés pratiquement à l'horizontale en termes de valeur réelle. C'est absolument incroyable. Aujourd'hui, les top 1% de riches des Américains possèdent 49 000 milliards, d'accord? Donc c'est pratiquement quoi? En termes de masse monétaire, c'est pas loin de 50 à 60% de la masse monétaire américaine. Le nombre de millionnaires ou de billionnaires, donc de milliardaires, est passé de 140 en 1987 à 2781 en 2024, rien qu'aux États-Unis, d'accord? Et tous ces gens-là, vous pouvez être certain qu'ils font partie de l'État profond, parce qu'ils n'auraient pas pu arriver là s'ils n'avaient pas été soutenus par les grands banquiers et la famille Rothschild et compagnie. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système, le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, est un système qui, de par son montage, nous empêche totalement d'accéder
à la richesse, sauf si vous êtes un hyper intelligent que vous créez et que vous devenez milliardaire vous-même, tel que par exemple Jeff Bezos et d'autres, mais qui évidemment... Oui. Ah, je croyais qu'on m'appelait. Excusez-moi. Voilà. Alors, on continue. Il y a eu la Grande Dépression entre 1929 et 1933. 9000 banques américaines ont fait faillite et la Réserve fédérale a complètement échoué dans son premier test, puisque c'était le premier test, à soutenir le système bancaire à réserve fractionnaire. Donc ça a entraîné la faillite et le chômage de millions d'Américains. Mais par contre, pour les banquiers, ça a été la plus grande consolidation de richesse de l'histoire de l'humanité. Voilà, le prêt d'argent à partir de rien pour acheter des actifs sur marge, c'est-à-dire sur intérêt, d'accord, est l'application parfaite du monde bancaire. Donc, vous voyez ici, par exemple, la masse monétaire des États-Unis en 1928 était de 46 milliards, en 1932, moins 31%, et puis c'est remonté de façon absolument spectaculaire. Mais par contre, ça a créé ici un nombre incroyable de milliardaires, mais la population n'a certainement pas augmenté de richesse, puisque dans le slide précédent, je vous ai montré que si la productivité a augmenté, eh bien, les salaires n'ont pas augmenté de la même façon. Alors, ceci c'est pour le dollar. Donc vous voyez ici qu'en termes de pouvoir d'achat, ben, 1 dollar américain de 1913, d'accord, vaut aujourd'hui 3 centimes. Voilà, 3 centimes, c'est-à-dire 97% de perte de pouvoir d'achat. Par contre, la masse monétaire, elle, a augmenté de 1100%, c'est-à-dire fois 11, d'accord, par rapport à 1913. Et donc, c'est vraiment, c'est ce qu'ils appellent la plus grande corrélation inverse de l'histoire humanitaire, un échec monumental à échelle gigantesque, la perte de valeur du dollar fiduciaire de la Fed est le pire crime financier jamais conçu, la richesse générationnelle volée dans le cadre d'un vaste plan visant à transformer une nation en un territoire de serre où une infime minorité au sommet profite du travail de millions de personnes. D'accord? Et ça, mais il n'y a pas il y a personne qui a méprisé ça. C'est absolument incroyable comment ils ont réussi à nous piéger dans ce système, quoi. Voilà. Alors, donc, on est dans ce qu'on appelle la monnaie dette, d'accord. Voilà, mathématiquement, on est dans une dette impossible à rembourser avec les intérêts. Le système créé en 1913 a été truqué dès le départ par les grandes banques. Il a été conçu pour être réinitialisé lorsqu'il paralyserait l'économie, lorsque les impôts et les services de la dette dépasseraient la capacité de paiement. Le piège est tendu, alors renversons la situation pour les banques, puisque aujourd'hui, on est dans cette situation où on est dans l'impossibilité de rembourser la dette. D'accord? Aux États-Unis, le total des dettes des ménages et des sociétés, c'est 102 000 milliards, d'accord? Donc c'est fois 102 par rapport à 1960. La dette sur les cartes de crédit aux États-Unis, il faut savoir que énormément d'Américains vivent à crédit à partir de leurs cartes de crédit. Ils font des systèmes de, comment ça s'appelle ça, oh, j'oublie toujours le terme. Ça s'appelle jouer à l'avion, quoi. C'est-à-dire que ils vont aller chercher une nouvelle carte de crédit pour rembourser la dette de carte de crédit précédente, et puis ils continuent à s'endetter. Donc le total des cartes de crédit, c'est absolument incroyable, c'est 1,3 trillion, donc c'est-à-dire 1300 milliards de dollars rien que d'intérêts sur les cartes de crédit. Et je vous signale que les intérêts sur les cartes de crédit, c'est abominable, c'est de 12, 13, 14%. C'est abominable. Non, même plus, c'est 20% de taux d'intérêt moyen. Et ça veut dire qu'il y a une dette moyenne par Américain qui détiennent des cartes de crédit de 8 250 dollars par Américain détenant une carte. C'est absolument incroyable. Alors, les dettes sur les prêts hypothécaires, c'est absolument incroyable, puisque aujourd'hui, c'est 20 000 milliards de crédits hypothécaires qui sont alloués aux États-Unis.
Et pour les voitures, tout le monde achète. Aux États-Unis, tout le monde travaille à crédit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. Et donc, il y a 1,6 trilliard, donc 1600 milliards de dollars de dettes ou de crédits, si vous voulez, alloués aux acheteurs de voitures. Donc, vous imaginez le marché absolument gigantesque que représente le marché américain en termes de dettes et surtout d'intérêts payés pour des choses habituelles. Et tout ça pourquoi? Ben, tout simplement parce que le marché américain est très consumériste. Hein. Vous savez très bien comme moi que la publicité aux Américains, c'est partout, 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 c'est tout le temps, il y a un peu partout. Les Américains sont de grands consommateurs. Très peu d'Américains ont de l'épargne, contrairement à la France et en Europe où l'épargne est beaucoup plus importante qu'aux États-Unis. Et donc, évidemment, si jamais il y a une crise et surtout de l'inflation, ben, ça crée des crises comme les subprimes avec des gens qui ont acheté des maisons ne pouvant plus les payer. Ben voilà, ça crée une crise épouvantable et les banques continuent avec ce système et tout ça sous l'auspice de la Federal Reserve qui ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on s'endette de plus en plus, qu'on crée des problèmes, etc., et que les riches puissent en profiter. Regardez ce qui se passe avec Bill Gates, qui est en train de racheter toutes les terres arables et agricoles possibles et imaginables. Pourquoi? Ben parce qu'il sait très bien que si on fait faire faillite aux agriculteurs, ben il peut racheter des terres à bon prix et faire sur ces terres ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment un plan quoi, de leur part. Voilà. Bon, donc, tout ça pour dire, quel est le système dans lequel nous vivons? Eh bien, nous vivons dans un système de Ponzi absolument incroyable. Les fondateurs de la Réserve fédérale avaient pour objectif de dissimuler la création monétaire afin que la grande majorité des gens ne comprennent jamais comment ils étaient trompés par les banquiers. Le pouvoir de créer une réserve infinie d'argent sans valeur, garantie par de la dette, signifie en théorie que leur crime, à savoir l'augmentation constante d'une dette impossible à rembourser, ne serait jamais découvert. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. D'accord? Alors, on va arriver maintenant à quelle est la solution proposée. Ah oui, encore une chose, c'est l'inflation, évidemment. L'inflation, c'est un mot inventé pour dissimuler le plus grand crime de l'histoire de l'humanité, à savoir le vol d'une nation. Le terme approprié est déflation, car lorsqu'il s'agit d'un crime, on blâme l'auteur et non la victime. La valeur du dollar est en déflation grâce au stratagème criminel mis en place depuis 100 ans par les banques avec leur système monétaire de dette de la Réserve fédérale. La hausse des prix n'est pas la faute des producteurs des biens et des services. La hausse des prix est la faute du fait qu'on crée de plus en plus de monnaie, que la masse monétaire n'a fait qu'augmenter, et tout devient plus cher, les salaires ne suivent pas, enfin, vous connaissez l'histoire, et puis qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est ce qui est en train de se passer ici en Europe, et je tiens à le signaler, c'est que monsieur Cormac, là, le mec qui est à la tête le voleur de poste de président, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prôner la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, pour dissimuler une chose très, très importante, c'est qu'il va encore appauvrir plus le peuple français en essayant de pomper leur argent pour soi-disant financer la guerre. Peut-être même qu'on va arriver à la guerre, je ne crois pas, mais voilà ce qu'il veut en tout cas. Et surtout pour dissimuler ce schéma qui va lui permettre de s'enrichir encore plus et d'enrichir les élites. Voilà. Et, et donc, par conséquent, ce qui est important, c'est de pouvoir, comment dirais-je, faire prendre conscience aux gens de cette énorme fraude dans laquelle on vit depuis maintenant bientôt 120 ans ou 110 ans. Je crois très honnêtement que tout ce qui s'est passé avec Trump, la fraude des élections 2020, le fait qu'il ait abandonné, enfin qu'il ait... Ce que nous voyons, c'est que Trump aurait abandonné. Mais si on écoute Alexis Cossette, il y a eu continuité de pouvoir sous Trump pendant les 4 ans de présidence de Biden. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en 4 ans, il y a une gigantesque conscientisation du monde, et particulièrement du monde occidental, qui s'est opérée. Regardez M. Milei avec son discours devant le Forum économique mondial sur les horreurs du socialisme.
j'ai adoré ce discours, je l'écoute encore régulièrement. Je voudrais que vous réécoutiez le discours d'intronisation de Donald Trump en 2016, quand il est devenu président pour la première fois. Ces discours-là sont des marqueurs incroyables. Le discours de J.D. Vance à Munich, c'est un marqueur incroyable. Donc on est en train de conscientiser la population de cette énorme fraude dans laquelle nous vivons depuis maintenant 110 ans et que ça doit changer. Alors, notre dette est la sécurité des très riches. La dette de la Réserve fédérale est une fiction soigneusement élaborée et imposée au peuple américain par une oligarchie bancaire au pouvoir. L'argent créé sous forme d'obligations de dette avec intérêt est un outil frauduleux utilisé pour siphonner la richesse des producteurs vers les extracteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, vous vous rendez compte que une banque privée, mais c'est hallucinant, une banque privée va pousser l'État américain à émettre des obligations, c'est-à-dire de la dette, va acheter cette dette avec de l'argent sorti de nulle part, c'est juste la planche à billets, et va imposer au peuple américain de payer des intérêts et des remboursements sur cette dette vers des ultra-riches, tout simplement parce qu'ils ont le pouvoir de créer la masse monétaire, et en même temps, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils appauvrissent la population en créant de ce fait une inflation gigantesque, et plus ils vont appauvrir les gens, plus ils vont asservir les gens qui vont accepter tout et n'importe quoi pour simplement avoir le privilège de pouvoir manger et respirer et boire, quoi. Donc, il faut absolument changer ce système. Notre monde est complètement tombé sur la tête, quoi. Voilà. Donc, il y a encore plein de choses comme ça. Il y a plein d'arguments contre le système fédéral. Je vais avancer parce que il est déjà, je ne sais pas quelle heure. Ouf, il est déjà 21 heures. Donc, il faut que j'avance. Les produits dérivés, ça, c'est encore quelque chose d'épouvantable. Hein. Comment est-il possible de passer de 0 à 729 000 milliards de dollars en valeur notionnelle des dérivés sur devises et taux d'intérêt sur 30 ans? Effectivement, derrière le pur change, il y a des tas de produits dérivés, etc. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon on va rentrer dans des discours sans fin, des droits de douane, etc. etc. Bon. Donc, je vous signale qu'entre 1820 et 1913, le gouvernement américain était principalement financé par les droits de douane. Ça représentait seulement 3,5% du produit intérieur brut. Les droits de douane pouvaient rapporter 1000 milliards de dollars par an. Si on ajoute maintenant la nouvelle monnaie dont je vais vous parler, qui créera probablement 1500 milliards de dollars, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, pas tout à fait, les impôts peuvent être pratiquement supprimés. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ici, ce que le système propose, c'est une solution. Bon, alors, avant de rentrer dans la solution, qu'est-ce que c'est de l'argent? Ben, l'argent, c'est une unité de mesure. Hein, on peut mesurer, tiens, voilà la valeur d'un tableau, voilà la valeur de ce verre, voilà la valeur d'un ordinateur, etc. Ça, c'est une unité de mesure. C'est un moyen d'échange, mais c'est aussi une réserve de valeur, à condition d'être adossé à des avoirs, adossé à quelque chose, pas adossé à de l'air comme c'est maintenant depuis 1971. Et évidemment, il faut que ce soit le peuple qui ait un droit d'émission et non pas des particuliers qui ont un droit d'émission de la monnaie, et plus particulièrement la monnaie qui sert de réserve de valeur pour le monde entier. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit en 2000, dans ce à gauche sur cet écran, hein, on voit le vol. Le vol, c'est le fait de s'emparer et d'enlever illicitement des biens personnels dans l'intention d'en priver les propriétaires légitimes. Eh ben, le vol, pour moi, c'est du vol. C'est que mon euro que j'ai placé en 1955 ou en 1990 ou en 2010, eh bien, cet euro devrait avoir le même pouvoir d'achat aujourd'hui qu'à ce moment-là. S'il a baissé de valeur,
on m'a volé quelque chose. Ça, c'est tout à fait évident. Donc, ce qui se passe du côté de la Fed, maintenant, c'est que en unité de mesure, eh bien, il va y avoir un variable supply, ce qui veut dire un approvisionnement variable. Effectivement, la Fed imprime, annule, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing ou quantitative n'importe quoi. C'est des mots très techniques, mais pour dire simplement, on ajoute ou on enlève de la monnaie. Sur le moyen d'échange, ben, c'est taxé. C'est taxé, on paye de la TVA, on paye des tas de trucs. Tous les moyens d'échange sont taxés. Sur la réserve de valeur, ben, c'est véritablement conçu pour perdre de la valeur avec ce système-là. Est-ce que c'est adossé à des avoirs? Ben non, pas du tout du côté gauche de cet écran. Et en fin de compte, qui a le droit d'émettre cette monnaie? Eh bien, on voit que c'est privé et secret, c'est-à-dire qu'il n'y a que la Fed qui peut décider d'imprimer ou de ne pas imprimer de la monnaie. Si on va vers le nouveau système qui s'appelle le dividend dollar, le dollar à dividende, d'accord, eh bien, que ce qu'on constatera, c'est que la masse monétaire aura un approvisionnement constant, que le moyen d'échange sera taxé ou très peu taxé, mais en tout cas taxé de façon standard partout. Que la réserve de valeur, ben, la valeur va rester constante, voire améliorée avec le nouveau système. Ça, c'est important. Est-ce que ce sera basé sur des avoirs? Bien évidemment. Et est-ce qu'il y aura un droit d'émission? Oui, mais le droit sera un droit du public et de plus doit être audité, c'est-à-dire doit être contrôlé selon des principes bien valables. Évidemment, il n'y aura plus d'argent contrefait et il n'y aura plus de fraude, de dette, d'intérêt, etc., etc. Donc, ce qu'on appelle la richesse, c'est l'abondance de biens matériels ou de ressources de valeur, c'est-à-dire tous les objets tangibles qui ont une utilité économique font partie de la richesse. Et c'est là que la blockchain et le système de token va devenir très intéressant. Effectivement, le principe que ces personnes ici promeuvent dans ce système, et qui sera probablement le système qui sera utilisé, et je dis probablement, je ne peux pas le garantir, probablement utilisé par M. Trump et son équipe, ce sera évidemment un système qui va faire que l'argent va être émis non plus par le gouvernement fédéral, mais par chacun des 50 États. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ce sera une monnaie qui sera créée par les États. Et il n'y aura pas besoin d'avoir une carte d'identité pour avoir son argent. Ce sera lié à de la crypto-monnaie et de façon anonyme, de façon à ce que on ne puisse plus la falsifier, d'accord? Et il n'y aura évidemment pas d'impôt sur les gains, les intérêts sur le capital. Donc, ça devrait être, c'est ce qu'ils appellent le debt-free currency, c'est-à-dire la monnaie ou l'argent sans dette. Comparé à la prison de la monnaie centrale, de la banque centrale, d'accord, ils pensaient qu'ils pourraient enfermer le peuple dans une prison digitale. Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Ben, cette monnaie digitale, ce serait évidemment des monnaies avec une date de péremption qui serait spécifique à certaines zones, qui permettrait de ne faire que des achats approuvés. Vous ne pouvez pas utiliser une monnaie dans quelque chose qui n'est pas approuvé, et ce n'est pas vous qui allez décider ce que vous pouvez acheter. Et en plus, c'est de l'argent non transférable, c'est-à-dire c'est vous qui devez le dépenser, et si vous ne le dépensez pas, il va se périmer tout seul. Ça, c'est la monnaie de la Banque centrale telle que désignée par Christine Lagarde. Je vous le signale, il faut absolument combattre ça par tous les moyens. Faire réveiller les gens, s'il vous plaît, en disant
cette monnaie de banque centrale, c'est une merde absolue, quoi. Même si c'est présenté avec la meilleure façon, parce que je rappelle, ce sont des très grands communicateurs et ils ont l'art d'endormir les gens. Et ils disent tout ce qui est positif, mais évidemment, ils cachent tout ce qui y a des intentions derrière. Et ça, je vous garantis que cette monnaie de la Banque centrale, c'est la pire invention qu'on puisse imaginer. Regardez ce qui se passe en Chine. Eh bien, il n'y a pratiquement pas de contestataires en Chine. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les contestataires, ben, c'est très simple, on leur coupe les vivres, ils sont réduits, ils ne peuvent plus voyager, ils ne peuvent plus téléphoner, ils ne peuvent plus rien acheter, ils n'ont plus d'argent, ils vivent dans la rue et en fin de compte, ils sont complètement, comment dirais-je, ostracisés par la monnaie, par leur portefeuille qu'on leur enlève littéralement. Et c'est exactement ce qui risque de se passer en Europe. Voilà. Donc, maintenant, une solution simple pour sortir de l'endettement, eh bien, c'est quoi? C'est remplacer les dollars de dette non financés par des dollars du Trésor américain, donc des dollars de dette non financés, pardon, par des dollars du Trésor américain garantis par des actifs. Ceci, c'est très important. J'aurais dû le mettre en rouge parce que c'est la phrase la plus importante. En fait, vers quoi est-ce qu'on se dirige? On se dirige vers la création de dollars qui seront adossés à des avoirs tangibles, pas seulement de l'or, toutes sortes de choses. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que aujourd'hui, on peut créer ce qu'on appelle des tokens. Alors, qu'est-ce que c'est les tokens? On va aller chercher tout de suite. Je vais aller chercher, voilà. On va aller chercher un peu plus loin. Allez, où est-ce que j'ai mis ça? Allô? Voilà. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un token? Vous avez sans doute entendu parler de jetons ou de coins ou de jetons. Bon, les jetons et les coins, c'est à peu près la même chose, sauf que les coins, c'est pour des blockchains qui sont spécialement créés pour ça, et les jetons sont des coins qu'on peut utiliser à peu près dans n'importe quelle autre blockchain. Bon. Mais donc, un token, c'est un actif, comme un bien immobilier, des actions, des œuvres d'art, des matières premières, qui sont convertis en tokens numériques sur une blockchain. Chaque token représente une part ou une propriété de cet actif, facilitant son échange, sa division, son transfert, sans intermédiation traditionnelle, c'est-à-dire sans passer par un notaire ou une banque ou que sais-je encore. Exemple, vous voulez construire une maison et vous avez un système de blockchain comme Ethereum, vous allez créer un token, et bien vous allez dire, voilà, je crée 1000 tokens, et chaque personne qui achète le token va posséder 1 millième de ma maison. C'est aujourd'hui possible avec ces systèmes. C'est un peu un exemple, vous allez me dire, mais qui va faire ça? Ce n'est pas le propos. Ce qui est le propos, c'est qu'est-ce que c'est que le token? Pardon. Donc, un token, c'est une part de propriété. On peut aujourd'hui acheter des œuvres d'art avec des tokens. Vous pouvez posséder un 30 millième d'une œuvre d'art qui vaut plusieurs millions. Vous pouvez acheter des tokens sur des buildings, vous pouvez acheter des tokens sur des pierres précieuses, vous pouvez acheter des tokens sur n'importe quoi. Et donc un token, c'est une part de propriété électronique puisque la blockchain dit voilà, tel type d'actif, on va le diviser en autant de tranches égales et chaque tranche s'appelle un token qui a une valeur de temps. Et puis, à nous de savoir est-ce qu'on veut acheter ça ou non, parce qu'on peut se dire, tiens, si j'achète une toile de maître de Picasso qui vaut, je ne sais pas moi, 3 ou 4 millions, et qu'il y a, pour, on va dire, 3000 tokens, je peux acheter pour 1000 euros une part d'une toile de 3 millions de Picasso. Si cette toile monte de valeur à 5 millions, ben, j'aurais fait un gros bénéfice, mais sur un Picasso que je ne possède pas. Je n'en possède qu'un millième. Donc, les tokens, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que ce système propose? C'est de dire, et si on faisait une comptabilité de tous les avoirs des États-Unis, y compris l'or, bien évidemment, d'accord, de tous les avoirs des États-Unis, on met ça en tokens et on vend les tokens. Et en plus, on va garantir un revenu de 0 à 3% sur ces tokens. Pourquoi? Mais parce qu'on prétend que la valeur ne va pas diminuer. Si on rajoute des valeurs, ça va augmenter le prix du token. Et
si la valeur est considérée comme de plus en plus grande parce que fort demandée, ben, ça va nécessairement augmenter le prix du token. Et une fois qu'un token va exister, ben, ce sera un token avec une valeur nominale de X, et on va promettre de pouvoir avoir un intérêt là-dessus, plus éventuellement une augmentation de la valeur du token. Et donc, c'est exactement ce que on veut faire avec ceci. Voilà. Là, on va dire l'indice de nivellement des actifs variables, la somme tokenisée de tous les actifs tangibles réalisés et non réalisés des États-Unis, y compris les actifs détenus par le gouvernement. Ces actifs garantis ne dépenseront pas 10% d'une classe d'actifs, seront intégrés à la réserve souveraine comme adossement au dollar américain. Donc ça veut dire que on va calculer maintenant quelle est la valeur totale de ce qui possèdent les États-Unis. Ça peut être des mines, c'est l'énergie, c'est les puits de pétrole, c'est les mines d'or, c'est les mines de charbon, c'est le gaz, c'est toutes sortes de choses. Eh bien, on va calculer tout ça et ça va faire un montant X qui va être tokenisé. Et cette token, ou cette monnaie-là, va remplacer graduellement le dollar. Et c'est ça que le dollar aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va limiter la réserve fractionnaire, on va imposer aux banques d'acquérir ces tokens, de ne plus pouvoir les vendre, et surtout, il faudra qu'à terme, la banque ait 100% de garantie pour les crédits qu'il octroie. Ça veut dire quoi? Fini le système de fractionnement. Ça veut dire fini le système de recréer de l'argent avec du vent. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a des gens qui ont fait des calculs, certains qu'il y a plein d'économistes aux États-Unis qui ont fait des calculs sur est-ce que la valeur de toutes les possessions économiques et autres, tout ce qui peut avoir une utilité économique aux États-Unis, est-ce que ça dépasse 37 000 milliards ou pas? La réponse est évidemment oui. Bon, ben, si c'est le cas, eh bien, à ce moment-là, on peut rembourser complètement la dette. Et comment est-ce qu'on va la rembourser? Ben, en imposant à la Fed, voire même en la liquidant, en imposant à la Fed de remplacer les dollars qu'ils ont créés à partir de rien par quelque chose qui a de la valeur et dont ils ne pourront pas se défaire. Et ça, ce sera le fonds souverain qui va garantir le dollar américain et qui permettra au dollar de peut-être rester la valeur de réserve mondiale. Alors imaginez un moment si ceci peut être reproduit en Europe. Par exemple, on sait que en France, si je prends que la France, aujourd'hui la France a une dette officielle de 3 300 ou 3 400 ou 3 500 milliards d'euros. Mais on sait que les avoirs de la France, les châteaux, le Louvre, l'étoile de Maître, la culture, Notre-Dame, tout ça, ça a de la valeur, ça appartient à l'État. Eh bien, si on fait la somme de tout ça et on divise ça par des tokens, on peut dire, ben voilà, la valeur de la France s'étend, eh bien, c'est le franc français va être adossé à cette valeur-là, valeur inamovible qu'on ne pourra pas changer, qui va être versée dans un fonds souverain, et plus ces choses-là vont prendre de la valeur, ben plus l'argent français prendra de la valeur. Et ça, c'est évidemment quelque chose de complètement révolutionnaire et complètement nouveau, et qui n'a plus rien à voir avec l'économie normale, parce que dans l'économie normale, ben, qu'est-ce qu'on dit? Ben, c'est très simple, la valeur, c'est simplement la production et l'augmentation de la production. Ici, on ne parle plus d'augmentation nécessairement de la production, bien que, bien évidemment, les 3%, etc., viendront de la production. Mais ça permet de complètement changer la donne et de permettre au monde entier de posséder une partie de la France, parce qu'on ne va pas nécessairement de vendre des tokens que aux Français. Ça peut être des Chinois pourront acheter, par exemple, je ne sais pas moi, jusqu'à 10% de la valeur de la France. Je dis n'importe quoi. On peut tout inventer, on peut tout créer avec ce genre de système. Mais donc, ce serait absolument extraordinaire parce que ce fonds, la révolution de la réserve souveraine, un fonds distinct et inaliénable appartenant au peuple, garantissant une croissance annuelle de 3% de la valeur du nouveau dollar américain
adossée à des actifs. Cette nouvelle réserve est l'exact opposé de la réserve fédérale privée et secrète, basée sur un dollar américain dévalué et adossé à la dette. Et ça, qu'est-ce qu'on ferait? On imposerait à la réserve fédérale et à tous les sbires de la réserve fédérale de rembourser ce qu'ils nous ont pris, éventuellement contre des tokens, mais cette fois-ci inaliénables, non vendables, et donc ça, c'est que évidemment, ils sont complètement coincés de cette façon-là, puisque on va remplacer une richesse qu'ils croient avoir, eux, pour quelque chose qui représente une véritable valeur, mais qu'ils ne pourront plus jamais, donc ils ne pourront plus se défaire. Alors, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet? Je vais avancer parce que je suis très très en retard. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet sur notre or? Vous vous souvenez, la fois dernière, j'ai parlé de la possible solution de réévaluer l'or des États-Unis. Il est clair que si on va vers la solution qui est présentée dans ces transparents ici, et qu'on va évidemment créer un token basé sur la valeur réelle de l'or, voire une valeur améliorée de l'or, c'est clair que la valeur de l'or va nécessairement augmenter. Donc moi, je ne me fais absolument aucun souci pour le prix de l'or. C'est clair qu'il va augmenter absolument, nécessairement avec ce système. Même si dans la classe d'actifs, même s'il n'y a que 10 ou 20% de l'or des États-Unis qui sera mis dans le système de la réserve fédérale, dans le fonds souverain, c'est tout à fait évident que ça va avoir un impact énorme sur le prix de l'or en général. Voilà, je sais que j'ai été un petit peu diffus et confus parce qu'il y a tellement à dire et j'ai essayé de résumer le maximum. Mais si vous voulez aller voir le site, donc usdebtclock.org, pas .com, .org, allez voir ce site. Si vous parlez anglais, lisez tous les transparents, lisez tous les slides. Je vous jure que c'est vraiment très intéressant. Et allez aussi sur le site de usdebtclub.org parce qu'il y a tout un site sur X et sur X, oui, il y a tout un, enfin, je ne sais pas comment on dit, un site ou un compte USDebtClock sur X qui est riche d'enseignements, qui est extraordinaire. Il y a plein de choses à apprendre. Et donc, je vous souhaite en tout cas une excellente soirée maintenant et bonne continuation. Je maintiens que l'or et les pierres précieuses vont continuer à flamber, c'est tout à fait certain. Même si c'est ce système-là qui était utilisé, parce que l'or fera une partie très intégrante de ce système et devra être réévalué. Donc ça va avoir nécessairement un effet sur le prix de notre or. Voilà, merci à vous. Excusez-moi d'avoir été très long. J'espère que j'ai quand même pu être intéressant. Et je vous souhaite une excellente soirée. Ah oui, et la dernière chose, c'est bon, je ne ferai pas de live évidemment mercredi prochain parce que je le fais ce soir. Je vous dis en tout cas merci de nous retrouver. Je ne sais pas si c'est le 17 du 9 parce que je sais que les grilles de programme sont en train de changer. Donc je dois me coordonner avec Antoine et Tonton pour savoir exactement quels seraient les jours qui me seraient dévolus. Mais jusqu'à présent, ce serait le mercredi. Donc probablement le mercredi 17 septembre 25, on se retrouve, mais cette date est à prendre avec un petit grain de sel. Il faudra quand même vérifier, et de toute façon, Antoine et Tonton vous préviendront de quand exactement on se retrouve. Merci encore, excellente soirée à vous, et à très bientôt.